Salut tout le monde et bienvenue pour cette dernière vidéo de 2024, après une très longue pause, je vous l'accorde. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo React d'une conférence qui a été menée par Ryan Singer, l'un des co-créateurs de ShapeUp, et justement, il a participé au Rails World 2023 pour parler de ShapeUp. C'est une conférence qui est intégralement en anglais, vu que je sais que tout le monde ne parle pas anglais, je vous ai mis les sous-titres anglais générés automatiquement par Google et traduits également automatiquement. Donc ça se peut que ça soit pas génial génial. C'est parti. I'm going to talk to you a little bit about Shape Up in the real world. So, inside of the work of building, there's this like super productivity. Uh, but at the same time, there's still the challenges of like, how do we actually interface with all the other parts of the organization? And these problems seem to still exist, even if we're using a very productive framework, you know? So, this is a little bit of what I mean by some real world challenges that you may have experienced. So let's see if any of this is something that you may have seen before. Donc là, il commence classiquement par faire le point sur la problématique qu'on rencontre tous. Il y a des problèmes de communication, des problèmes de productivité, etc. Là, il va essayer de nous faire une démonstration de comment est-ce que ça se passe dans le vrai monde et pourquoi est-ce que ShapeUp est merveilleux et résout tous ces problèmes-là. So, for example, someone on the product side or the business side is asking, "Oh, are we done yet? Are we ready to ship? Where are we on the project?" And then from the technical side, it turns out that you know, we said it was going to be easy, or it seemed like it wouldn't be that complicated, and it's also a little bit difficult to explain to the business folks why this is taking so long. Another thing that can happen is when it comes to the project formation, how it is that we figure out what it is that we're going to do and turn that into work. The designer comes with the beautiful masterpiece. Déjà, juste ça, je suis d'accord avec lui. Ça laisse pas beaucoup la place à l'adaptation, au pivot, etc. Donc, essayez d'éviter ce genre de choses-là. And then, of course, the engineers say it and they say no. And we have a very nicely shaped, coherent concept of here's what it means technically, here's what it means in terms of interaction, here's how all the pieces fit together. Even if we're able to come up with that, in a lot of teams today, that coherent plan goes through a paper shredder. It gets Et c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose que le plan initial soit challengé et termine broyé. Justement, l'objectif, c'est de faire en sorte de ne pas passer trop de temps à faire un plan, parce que justement, il va se faire détruire. Et ce qui est normal. Et ça veut dire qu'on se sera adapté à la situation et à l'évolution du contexte. it's shredded into tickets. Maybe you've heard of this paper shredding machine. It's called Scrum. Ok, on a l'impression qu'en fait, il n'est pas en train de dire que le plan va être annihilé, c'est le plan va être découpé en petits morceaux, et que c'est Scrum qui dit ça. Et là, ça montre bien que Ryan Singer ne connaît pas Scrum, n'a pas compris Scrum. Right? And it means that something that was understandable, that made sense, that was a whole, right, that worked together as a concept, it's now individual little slices of work, right? Ok, donc là, Ryan Singer est en train de faire un truc. Alors, je sais pas si c'est honnête ou pas. N'oublions pas que ShapeUp, ça reste un business model, hein, comme Scrum, comme Safe, comme tous les frameworks. Là, c'est pas très honnête ce qu'il est en train de faire parce qu'il est en train de décrire Scrum comme un framework incrémental, où on découpe en petits morceaux, en petites briques, et ensuite on développe ces briques, et on met en place ces briques les unes après les autres. On sait, en tout cas je pense que vous savez, et c'est écrit dans le Scrum Guide, hein, je vous rappelle, 12 pages, on est capable de le lire. Scrum met en avant et décrit une approche itérative, incrémentale, pas seulement incrémentale. Donc là, c'est soit de la méconnaissance, soit de la mauvaise foi, soit de la manipulation. People get individual slices of work, and then of course, we don't know what they mean. So then there's all of this question. Oui, parce que c'est exactement comme ça qu'on fonctionne en Scrum, hein. On ne communique pas, on ne parle pas, on vient affecter aux gens leur travail, hein, sans leur donner la vision globale. Je sais pas quelle est son expérience de Scrum, mais clairement, il ne connaît pas Scrum. Les sprint planning et les product backlog refinement sont des moments dédiés dans Scrum pour la communication, pour l'exposition du plan général et la co-construction ensemble des différentes étapes qui nous permettront d'atteindre des objectifs. On a quand même un product goal qui est défini. Là, à mon sens, c'est qu'il ne connaît pas Scrum, il n'a pas pris la peine de lire les 12 pages du Scrum Guide quand on sait qu'il y en a quasiment 180 pages de ShapeUp.
Un petit effort, Ryan, sur la lecture du Scrum Guide. In addition to the sort of struggle on a task by task basis of trying to make sense of out of these tickets, if we step back and try and understand the progress that's being made on the project, are we getting somewhere? Are we moving toward the thing that's important that we're trying to accomplish? What we see is a lot of individual slices of work, but it's like they're not adding up to what is actually done, you know? It's like this little thing about the C'est API and très malhonnête. Ça, c'est très malhonnête de la part de Ryan Singer. C'est pas vrai. En fait, Scrum est un framework. Scrum ne vous explique pas comment faire les choses. On ne vous dit pas comment développer, on ne vous dit pas quelle pratique utiliser, on ne vous dit pas quoi faire pour suivre l'avancement et le progrès vers votre product goal, etc. Non, non. Scrum, ça décrit un cadre d'organisation parce que quand on commence à travailler ensemble, s'organiser, ça prend du temps. Et Scrum dit, ce temps-là, en fait, on vous l'offre. Vous le gagnez en suivant nos recommandations. Scrum va juste décrire des responsabilités avec des moments d'échange, avec chacun de ces moments dédiés à un certain type d'échange, et derrière des artefacts. Scrum ne vous dit que ça. Scrum n'est pas prescriptif. Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est Scrum vous dit de faire comme ça et Scrum ne vous permet pas telle chose et telle chose. Non, c'est pas vrai. Il y a énormément de pratiques agiles qui existent aujourd'hui sur la problématique qu'il est en train d'évoquer. J'ai déjà le user story mapping qui me vient en tête, le burn down chart, les burn up charts, etc., qui permettent de voir et de suivre des avancements. Donc, le procédé est un petit peu malhonnête pour le moment de la part de Ryan Singer. oh. Je pense qu'il So comprend refacto et refont aussi. has anyone seen such Refacto, problems c'est en before? continu. Yeah, it's okay. So even when you have a great Bah oui, on framework a and tous you're very vécu du Scrum productive, mal fait. it still can be there, right? These things. Um, and in 2019, that's what got formalized in the book that I wrote called Shape Up. And one of the things that kind of surprised me. Là, ce que j'aime beaucoup, et vous allez le voir, hein, Shape Up, Stop running in circles and ship work that matters. Donc arrêtez de tourner en rond et livrer du travail qui a de l'impact. Dans tout le livre Shape Up, on va vous parler de cycle. Un cycle, c'est comme ça. Là, Ryan va en fait nous expliquer que Shape Up, c'est un framework produit, ce qui est hyper intéressant parce qu'en fait, on va comparer Scrum, qui est un framework organisationnel, à Shape Up, qui est un framework produit. Et typiquement, les deux sont pas complètement incompatibles. On va voir qu'il y a des choses qui les rendent incompatibles, notamment la durée des cycles. Mais ça, c'est un détail. Il va comparer des pommes et des bananes. Et j'ai pas vu cette conférence en entier, mais je sais qu'il va forcément comparer des pommes et des bananes. Et il y a un truc qui est important, c'est qu'il vient de parler de son expérience chez 37 Signals, qui maintenant s'appelle Basecamp. C'est donc eux qui ont inventé ShapeUp. Ils en sont venus à créer ShapeUp parce qu'ils avaient des problèmes de communication. Voilà. Le truc, c'est qu'aucun framework ne va régler vos problèmes de communication. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant qu'ils se soient posé cette question et ils aient eu envie de résoudre ça et que pour résoudre ça, leur meilleure solution, c'était de créer un framework qui leur convenait. C'est très malin de le faire sous cette approche-là, mais c'est pas le framework qui va résoudre vos problèmes de communication. C'est votre culture d'entreprise, les moyens que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir résoudre vos problèmes de communication. Petite mise en situation aussi, qu'est-ce que c'est que 37 Signals ou Basecamp? C'est une boîte qui date des années fin 90, je crois 99, quelque chose comme ça. C'est une boîte qui, aujourd'hui, en 2024, compte moins d'une centaine de personnes, moins d'une centaine de salariés. Dedans, il n'y a que des personnes expérimentées, au top de leur domaine. Et dans l'IT, ils n'ont que deux rôles, les développeurs et les product designers. Les product designers sont ceux qui vont gérer la partie produit, donc il faut aussi un peu du rôle de PM ou de PO. Ils ont tous une sensibilité et une expérience dans du développement, et tous les développeurs ont une sensibilité ou une expérience dans du product design. Pour avoir ça, il faut quand même des personnalités très particulières. Une boîte qui a plus de 25 ans, qui ne compte que des personnes très expérimentées, et dans ces personnes très expérimentées, on a des personnes qui sont multi-compétences. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un contexte qui est très particulier, qui est très compliqué à retrouver, et très compliqué à appliquer parce que il faut avoir une culture d'entreprise qui ressemble à celle de Basecamp. The book came out, and then now for 3 years, I've been independently helping folks who are trying to do this with their Voilà, teams. donc il a un business And model autour de when the l'implémentation book de first ShapeUp. came out, first of all, like I thought no one would care really. Ce que j'étais en train d'expliquer rapidement, c'est qu'en fait, si vous n'avez pas le modèle qui ressemble à Basecamp, ils vendent l'implémentation de ShapeUp adaptée à votre organisation. Ryan Singer ne fait plus partie de Basecamp. Donc son activité principale maintenant, c'est de vendre du ShapeUp et de vous aider à implémenter ShapeUp. Voilà, n'oubliez pas ça. Ah, et quelque chose que j'ai oublié de préciser de Basecamp, ils ont écrit un bouquin en 2005 qui s'appelle Getting Real,
Très intéressant pour 2005, parce qu'en fait, ils prennent tout un tas de principes de l'agilité, de Lean, etc. Et pour expliquer comment est-ce qu'une boîte, une startup doit fonctionner. Ce bouquin-là, il était bien en 2005. Mais il est très intéressant pour une personne qui débute et qui connaît pas trop le milieu de l'agilité et du Lean. Ça permet de faire une espèce d'ouverture d'esprit. Et je pense que pour 2005, c'était un bouquin qui était intéressant. Et je vous parle de Getting Real parce que ShapeUp découle en fait de toute cette philosophie. And it became clear that there were a lot of things that were happening almost by magic in the teams that I was on when I was the 37 Signals. There was so much intuition, you know. When it comes to actually doing it, you know, with the team that we have in a very specific circumstance, Il est en train de nous expliquer que les individus et leurs interactions valent plus que les outils et les processus. Voilà. Donc il vend un processus pour dire que les individus et leurs interactions sont plus importants et qu'il n'a pas été capable de le mettre dans son bouquin. Ce qui est normal. Ce qui est normal parce que l'intuition, la communication, le fonctionnement entre les gens, c'est la base de l'agilité. to understand kind of what shaping is about and what it looks like to do it. And Le shaping, si vous ne connaissez pas ShapeUp, c'est l'équivalent du Product Backlog Refinement. and what I would hope that you come away with is like, oh, that's a thing that makes sense to me. That's something that I think our team could do. And maybe we don't have to do all these other things, but J'espère qu'il va rentrer dans le détail de ShapeUp et de différentes choses pour que je vous montre qu'en fait ShapeUp n'invente pas grand-chose. Là où c'est malin, c'est que l'agilité et Scrum, vous le savez, ont mauvaise presse de plus en plus parce que c'est pour plein de raisons différentes. Et donc en fait, ils reprennent les mêmes concepts, les mêmes principes, ils changent le nom, ils adaptent deux trois trucs et ils disent que c'est nouveau. Donc c'est très innovant. Ceux qui connaissent se font pas trop avoir normalement. it's fundamentally that shaping is about making trade-offs. Comme le Product Backlog Refinement. There's this notion of appetite. Yeah. And L'appétit, vous allez le voir, c'est ce qu'ils utilisent pour dire il n'y a pas d'estimation. Estimation qui n'est pas liée à Scrum. Je suppose qu'il va dire que c'est lié à Scrum et que Scrum dit d'estimer. Non, Scrum dit de dimensionner, ce qui nous veut dire des trucs. Mais vous allez voir, l'appétit, c'est un dimensionnement de combien de temps on veut allouer à faire quelque chose, à faire un shape. C'est à peu près l'équivalent du sprint en Scrum. On a des sprints de 2 semaines et c'est au bout d'un moment, on se dit, bah là, on arrête de faire des sprints sur ce sujet-là parce qu'on n'a plus envie d'investir. L'appétit, c'est la même chose. Mais ils ont changé le terme, ils ont changé le mode d'utilisation parce que là, l'appétit peut varier entre deux tailles différentes, le small batch et le big batch, donc 2 semaines ou 6 semaines, mais c'est du sprint. I talk about this contrast between estimate and appetite, right? And some of you have heard that. Voilà, donc il compare, voilà, il confond, il compare appétit et estimation, alors que c'est pas la même chose. L'estimation, c'est combien, je schématise, ça va pas être ça, mais quel est l'effort ou combien de temps ça va nous prendre pour faire ça. Donc on est au début et on essaie d'avoir de la visibilité sur quand est-ce qu'on va atterrir. Première manière de fonctionner. L'appétit, c'est j'ai un sujet, est-ce qu'il m'intéresse? Oui, non. S'il m'intéresse, combien je suis prêt à investir et à budgétiser pour aller au bout de ce sujet. Voilà, donc c'est deux approches différentes. Si vous voulez définir combien de temps vous êtes prêt à investir, il faudra de toute façon que vous sachiez combien de temps minimum il vous faudra pour avoir quelque chose de valable. Et donc vous allez forcément passer par une phase d'estimation de MVP, on va dire. That the estimate is where we have the thing that we think we're supposed to build. This is what we want. This Pas du tout. is the solution. This Pas is du what tout. we're going to make. Non, How long will it take? non, mais pas du tout. Encore une fois, c'est une personne qui ne sait pas ce que c'est qu'une estimation. Ou en tout cas qui a vécu l'estimation comme on a tous vécu en société de service ou avec des clients qui se disent agiles mais ne le sont pas. Ça n'est pas ça, l'estimation. L'estimation, c'est on dimensionne relativement les uns aux autres des éléments du backlog qu'on pense devoir faire. On va pas dire combien de temps ça va prendre. On peut faire des espèces de calculs magiques et tout, de prévision, mais c'est imprécis. L'estimation, regardez la définition dans le dictionnaire, l'estimation est par nature imprécise. Right? So we start with the design and then we try to figure out what does that thing cost, Ouais, ça oui. right? And the notion of appetite is we flip that around and we say, how much time strategically do I want to spend? How much time do we as a business think it makes sense to invest in this? And now, Ok, là on se rend compte qu'il est en train de décrire à peu près la notion de sprint. Combien de sprints on est prêt à investir dans cette chose-là. Pourquoi est-ce qu'on dimensionne? C'est pour aider à la planification et aider à la visualisation du point de chute. Il parlait au début de shape up in the real world.
Dans le vrai monde, dans un monde pragmatique, on va nous demander des points de chute, plus ou moins précis, mais le dimensionnement va nous permettre de faire ça. C'est pas pour s'engager, c'est pour dire globalement on devrait être à ce moment-là. Et si 4 sprints c'est trop, bah on arrête avant et on fait nos trade-off. Si 4 sprints c'est suffisant, bah très bien. Enfin bref, c'est juste de l'aide à la décision, le dimensionnement. Given this frame of time, what is possible? What are our options? What can we creatively come up with? Also called fixed time variable scope. And sometimes when people hear fixed time variable scope, they think it means we're going to tell the team it has to be done in 6 weeks, and they're going to figure out how to vary the scope, which is not very. Ce qui est nul, enfin ce qui, je suis complètement d'accord avec lui, c'est nul, c'est pas ça. Quand on a une date précise, une date fixée, le scope doit être variable. Voilà l'agilité, voilà Scrum, voilà toutes les valeurs qu'on défend depuis des années et des années. Donc on est tous d'accord avec ça. ShapeUp n'invente pas ça. Tu n'as pas découvert ça. Friendly, right? Because they start under all of that pressure, and now they also have to figure out what is important and not, and how can they make cuts and everything. And this is difficult, right? Donc là, globalement, il vient d'expliquer le principe de trade-off. Je vous ai pas mis tout l'extrait parce que c'est un peu long. On a un petit budget, on a des grosses attentes, du coup, on va devoir dépenser beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, parce qu'on va pas pouvoir créer de l'argent? Voilà. En gros, c'est le trade-off qu'on fait dans tous les frameworks, dans la vie systématique. And then if we make that trade off, this is something that we can afford. We have to make hard compromises by asking ourselves the Là, une fois question de of plus, like, rien de what is nouveau, hein. actually On fait important tous ça. here, right? Wrestling with the scope, not saying to the team, it's a whole calendar and you're going to figure out how to do it in 6 weeks, right? Il est en train d'essayer de nous vendre le fait que j'ai inventé le principe du MVP. Voilà. Voilà, voilà. Next thing that's very often misunderstood is that shaping is actually technical. Shaping is about what we can build. And so it requires the knowledge of a builder. Tout comme le Product Backlog Refinement est un événement technique. Technique pas dans le sens développeur, technique dans le sens il faut apprendre à le faire, il faut tout un tas de compétences et de compréhension, être capable de déconstruire une vision pour pouvoir voir quelles sont les différentes étapes. C'est quelque chose de très compliqué à faire. Voilà. Là, on va rentrer dans la deuxième chose qui existe déjà. Le shaping, c'est du Product Backlog Refinement. Suppose we're doing a renovation. Like there's a good reason why we want the renovation, okay? We put a lot of time and energy. The designer found the perfect lamp. But something very important is missing here, right? That we cannot see on the surface. Is there actually electricity in that wall or not? C'est un problème qu'on rencontre tous, qu'on a tous rencontré, et qui ne se résout pas avec un framework. Peu importe le framework. C'est de la communication, de l'implication, de l'humain. Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. I like to think of it sometimes like the grumpy old plumber Ah, ils who has sont seen trois, everything. And un if peu you comme dans invite the Tres grumpy old Amigos. plumber and say, we want C'est to dingue. redo the pipes in the bathroom. Donc là, ce qu'il vient de faire, et je vous ai passé l'extrait, en fait, il vient d'expliquer ce qui se passe durant les phases de shaping. En fait, on met des personnes ensemble, on n'attend pas que le projet soit budgétisé, vendu pour faire venir les personnes techniques. Génial, hein, il n'y a aucun framework au monde enfin, agile, qui dit qu'il faut faire comme ça. Il faut évidemment faire venir les personnes qui savent le plus tôt possible. Et bah, c'est comme ça qu'on va être capable de voir à peu près la complexité, de voir combien ça pourrait coûter, etc., etc. Donc, une fois de plus, le shaping, c'est du product backlog refinement, ou en tout cas, toutes les pratiques qu'on fait où on implique les personnes en amont. Vous connaissez sans doute aussi le Tres Amigos entre le produit, la tech et le QA. Enfin bref, quelque chose de tout à fait classique. Et là, il va nous parler, si j'ai bien compris, de comment est-ce qu'on wrestle, comment est-ce qu'on fait des trade-offs, comment est-ce qu'on fait en sorte de couper un peu dans l'art, de faire. Je pense qu'il va parler de scoping, comment est-ce qu'on fait pour enlever différentes fonctionnalités ou se dire celles-là, elles sont moins importantes, on les fera si on a du temps, on les fera plus tard ou on les fera pas du tout. And a lot of teams, by default, especially in these days, think that they can do this asynchronously. So the idea is like we're going to put something into a document and we're all going to comment on it and then we are going to somehow get to some understanding. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des 3C, je pense que oui. Card, Conversation, Confirmation. Donc carte, conversation, confirmation. On écrit notre idée sur une carte, on en parle et on prend des notes sur ce qu'on s'est dit pour pouvoir confirmer. C'est une notion qui existe depuis très longtemps. Une fois de plus, ShapeUp n'invente pas ça. Mais ils ont raison par contre, c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut en parler, il faut le faire de manière synchrone. When we are commenting on a document that we are notified about, do we actually go deep into the problem or not? Non?
Think about like when you're Trop coding. long If d'expliquer you à need to l'écrit. solve a coding Faut parler. problem, you have to build like, because it required that focus to go deep and build up the whole problem. And C'est intéressant parce qu'il vient de parler de focus, et donc on a besoin d'être concentré, on a besoin de pouvoir avoir la concentration nécessaire pour pouvoir travailler sur des choses de manière efficace. Focus, focus, focus. Ça serait pas l'une des valeurs de Scrum? which means that a whole lot of scope actually gets dumped onto the team in the next phase of work, and then they have to deal with it. Il y a un point qu'il vient d'évoquer aussi qui est très intéressant là. On discute et ensuite on l'envoie à l'équipe et c'est à eux de le faire. C'est un point qui est évoqué dans ShapeUp avec lequel moi j'ai énormément de mal. C'est qu'en fait, c'est dit très tard dans le bouquin, mais c'est que les personnes qui font le shaping, et donc le product backlog refinement, ne sont pas les personnes qui vont faire le vrai développement. D'accord? Donc il y a une équipe qui gère le shaping et une équipe qui gère le build. C'est ce qu'il vient de dire à l'instant. Donc en fait, il y a une espèce de hiérarchie de ceux qui font la conception et de ceux qui font la réalisation. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ce concept. Je préfère me dire que c'est ceux qui vont faire, qui disent comment on va faire et combien de temps ça va prendre, ou combien ça va coûter, etc., etc. J'ai un peu l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai un peu l'impression que Ryan Singer, en fait, ne nous décrit que des espèces de gros projets à chaque fois, qui est peut-être très spécifique à Basecamp et à leur fonctionnement. J'ai l'impression qu'ils rajoutent des grosses briques systématiquement. Et je reviendrai à la fin sur mon avis de ShapeUp et de quand est-ce qu'il faut utiliser ShapeUp. Mais j'ai vraiment l'impression que là, c'est ce qu'il est en train de décrire. Il décrit du gros projet, de la grosse fonctionnalité avec peu de choses existantes. They end up writing something that's more like a sales pitch, where it's describing why we want to build this thing. It's making all the arguments for how this is a smart thing to do because customers want it and we've heard a lot of requests and the data shows blah blah blah. There's making a case for why we should spend the time to do this, but it's not actually telling us what to go do, right? So it kind of seems like it's shaped because it's a document and it's called pitch and the book said something about pitch. But if it doesn't actually tell the builder, if a builder can't take that and say, I know what to go make, right, then it isn't really shaped. En fait, bon, il va sans doute en parler. En fait, ce qui est intéressant avec ShapeUp et avec cette notion de pitch, je veux dire, membres d'équipe vont suffisamment rentrer dans le sujet pour débroussailler et savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, définir les boundaries, donc les limites du shape. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça shape, c'est forme. C'est en gros, ils veulent pas avoir un cadre avec tout qui est déjà prédéfini, etc. Mais c'est avoir une idée globale de ce qu'il y a à faire. Il peut y avoir des espèces de wireframe très 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 légères. C'est limite du sketching, hein. On écrit un petit peu ce qu'il y a là. On voit des gros traits pour dire qu'il y a un titre, on met des lignes pour dire qu'il y aura du texte, on met des images vite fait, mais il faut pas que ça aille plus loin. Il faut pas faire des vraies maquettes, etc. dans ce que ShapeUp dit. Par contre, dans le pitch, c'est pas juste 5 lignes avec quels sont les objectifs, quelles sont les idées de solutions, quels sont les KPI qui nous permettent. Voilà, c'est pas comme il le dit, un pitch commercial, c'est un pitch vachement plus élaboré. Dans le bouquin chez HipUp, il donne des exemples de pitch qui ont été utilisés pour des fonctionnalités à mettre, qu'ils ont mis en place dans Basecamp. Et on voit que c'est assez élaboré, hein. C'est des pages Notion où on voit qu'il y a du contenu. Ils expliquent bien ce qu'ils ont en tête, ce qu'ils ont déjà envie de faire, quelles sont les différentes pistes, qui vient cadrer l'idée et la résolution, mais qui laisse quand même des portes ouvertes aux développeurs qui vont devoir développer pour justement pas trop les restreindre et pas avoir un boulot de codeur de spécification. There's some kind of work step happening Bah, somewhere, j'avais which we pas could call vraiment regardé l'image, framing, mais c'est ce qu'il dit en fait. which La is différence entre what is the framing et problem? shaping. What is the opportunity? Is this more important than some other thing that we think that we want to do? Why would we Et do c'est pour this ça qu'il parle next de instead session of de 3 something heures, hein. else? C'est parce que ça It's prend all about énormément the de temps de faire ça. business case and Et ça demande and the beaucoup meaning d'expérience. of doing this project, right? What enables the team to be autonomous is actually the shaping work. It's not really about the team and who's on the team. It's way more about what we give the team. Ça, je suis à So peu près d'accord. it can be true, of course, if we have a very mature team, it's easier to leave them alone, right? Uh, Et attention, là, c'est important, il parle d'équipe mature, pas d'individu. C'est la maturité d'une équipe, on pourra en rediscuter, c'est est-ce qu'elle est capable de travailler ensemble, est-ce qu'elle est autonome, est-ce qu'elle a compris les enjeux, ses enjeux en tant qu'équipe, les enjeux de la boîte, la stratégie, etc., etc.
une question assez complexe. Et je réagis aussi sur ce qu'il a dit sur c'est le shaping qui donne de l'autonomie. Pourquoi? Parce que on a justement exposé les limites, ce qu'ils appellent aussi les rabbit holes, les endroits où il ne faut pas aller, parce qu'on sait que c'est une perte de temps. Ça peut faire gagner du temps, en effet. Latitude meaning how much freedom or how much specificity is there. You know, if someone is more junior, it doesn't mean that we can't do this. It means actually that we think of them and we spell things out a little bit more, or we give them a little bit more guidance so they're able to be successful, right? And if they're Donc là, ce qu'il vient de dire, c'est que selon les personnes, on va pas shape de la même manière avec la même précision. Donc ça veut dire que il faut en amont connaître déjà les personnes qui vont intervenir sur le projet. Enfin, en termes d'organisation, c'est vraiment très complexe ce qu'il est en train de décrire. C'est un groupe qui va shaper pour quelqu'un, il doit savoir quel est le prochain groupe qui va passer dessus. C'est pas de l'autonomie. Avec des groupes de juniors, on leur dira exactement quoi faire. C'est du travail de codeur, pas d'ingénieur. okay, so that's what I wanted to share with you. If you're interested in this and you'd like some more, you can visit my website. The book is still available for free. You can find that. Je vous le rappelle encore une fois, ShapeUp, c'est un business. Le mec vend des cours de shaping in real life. Il va vous expliquer comment implémenter ShapeUp dans votre structure si elle ne ressemble pas à celle de Basecamp. Je vous rappelle, Basecamp, c'est une petite organisation qui existe depuis longtemps. Je crois qu'en 2000... Dernier chiffre que j'ai, c'est de 2021. Donc ils ont quand même déjà au moins 3 ans. Ils étaient une soixantaine dedans. Donc là, ils doivent être moins d'une centaine. Avec des gens expérimentés sur un produit que eux-mêmes sont en train de développer. Alors j'exagère, ils ont deux, trois autres trucs, mais Basecamp est un produit qui est adapté à ShapeUp. Donc c'est eux qui décident du framework et donc du produit. Il y a assez peu de contraintes derrière. Voilà, c'est un contexte très particulier. Et ce qu'il explique, c'est que si votre contexte ne ressemble pas au nôtre, on vend des formations. Donc son business, c'est de vendre des formations, de vendre du rêve avec le fait que ShapeUp c'est formidable et de vendre des formations. Et je modère ce que je dis, c'est pareil pour Scrum, c'est pareil pour Safe, c'est pareil pour tous les frameworks, hein. Ok. Alors, il nous parle un peu d'autonomie là sur la dernière chose. Moi, j'ai envie d'aborder le principe de betting table qu'il n'a pas abordé. En fait, dès que le shape a été finalisé par cette équipe de shaping, ça va être présenté à un groupe, à une assemblée qui va définir si bah, on fait ce shape ou si on ne le fait pas. Et si on ne le fait pas, est-ce qu'on le met à la poubelle, est-ce qu'on le garde pour plus tard? Plus tard, c'est le cycle d'après potentiellement. Ce comité-là, c'est un comité de direction. Il y a, eux, ils expliquent comment est-ce il est fait. Il y a leur CEO, leur CTO, leur CPO et l'un des représentants du Shape. Donc c'est un comité de 4 ou 5 personnes et ils doivent aller vendre et défendre leur idée. Donc ça veut dire que c'est très bien dans des organisations où il y a ce besoin de contrôle. Là où dans Scrum, justement, il parlait d'autonomie. L'autonomie, elle est censée être donnée. Ça fait partie même du cœur de Scrum. Peut-être que certains diront que c'est pas réaliste, mais en tout cas, ça fait partie des valeurs de Scrum. C'est l'équipe Scrum est autonome sur son périmètre, elle peut prendre ses décisions. Autre chose qu'il n'évoque pas, et je trouve que c'est dommage, c'est le concept de cycle. Donc j'en parlais tout à l'heure, il y a des cycles de 6 semaines, et en fait, il y a des small batch et des big batch, donc 2 semaines ou 6 semaines. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que 3 mois, par exemple, c'est trop long pour faire un projet, mais que 2 semaines, parce que Scrum, c'est uniquement 2 semaines, c'est comme ça qu'il le décrit, c'est trop court. Je pense que vous l'aurez compris, je suis assez critique de ShapeUp, pas parce que ShapeUp, c'est pas bien, mais parce que Ryan Singer et les personnes qui vendent du ShapeUp ou qui sont fans de ShapeUp vont le voir comme la solution à tout. Non, c'est pas vrai. Si on se renseigne un petit peu sur ShapeUp et si on lit leurs bouquins, qu'on enlève toute la partie retour d'expérience et qu'on essaie de comprendre l'essence, quand on a un peu d'expertise dans le management des organisations et dans tout ce fonctionnement-là, en fait, ShapeUp est un framework qui est formidable pour des startups. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'une startup, quand elle démarre, elle a tout à construire. Quand on n'a rien, on a besoin de temps pour construire. Et construire quelque chose à partir de rien prend plus de temps que construire quelque chose à partir de quelque chose. Par contre, quand une organisation a suffisamment grandi et qu'elle a déjà une majorité de son contenu et du produit qu'elle est en train de proposer à ses utilisateurs, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de réactivité. Elle a besoin de faire grandir son produit, mais petite étape par petite étape,
Pourquoi? Parce que, bah, derrière, elle a déjà un socle de clients et qu'elle ne peut pas se permettre de déstabiliser son produit existant. Et c'est là que ShapeUp ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ces cycles trop longs, ce manque d'autonomie aux équipes, cette volonté de commander ou de contrôler en tout cas ce que les équipes vont faire, enlève la partie réactivité. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais surtout si ce format vous a plu. Moi, c'était un truc qui était assez amusant à tourner. Je vous dis à la prochaine et cette fois-ci, j'espère mettre un petit peu moins de temps entre deux vidéos. Ciao!